Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsushi. Donc j'espère que vous allez bien. La prochaine fois, je vous demande plus si ça va. Rams, ça va tu... Non, 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 non. Tout va bien. Bah, vire-moi, hein, sinon, mon chéri. Il n'y a aucun souci. Vire-moi. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera un bilan lecture du mois de novembre, c'est ça. Et j'ai beaucoup lu parce que j'avais un challenge en cours et il y avait pas mal de mangas, de lectures vraiment... Bébé, tu crois vraiment que j'arriverai à faire mon bilan comme ça? Donc il y a eu pas mal de lectures ce mois-ci, mais c'est assez diversifié. Je vais commencer par les mangas et puis après on va y aller au feeling, hein, on va dire ça comme ça. Donc merci Ramsey pour l'intervention. Donc je ne vous représente pas Sailor Moon, je vous en parle je pense tous les mois. Ça c'est le tome 3, c'est en plus avec Sailor Mars juste au-dessus, ma préférée. Donc c'est de Naoko Takeuchi et c'est des Pika éditions avec une édition spéciale Eternal Edition. Donc avec des illustrations en couleur à l'intérieur. Donc voilà, l'histoire je ne vous la représente pas, je ne vous parle pas non plus du troisième tome, ça serait spoilé. Mais voilà, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos où justement j'en parle. C'est toujours un plaisir de revoir ce manga que je connais depuis mon enfance. Et voilà, je peux rien dire de plus. Royalty Witches de Laila Lopez en illustratrice et de Alena Ponce. Donc c'est le tome 1, l'essence de l'aurore. Donc vous connaissez mon amour pour l'illustratrice Laila Lopez. J'ai toutes ses collaborations et ses romans graphiques, donc dans un royaume, et c'est simplement un tournoi, une sorte de tournoi. Elle va devoir affronter d'autres équipes. Les personnalités des personnages sont quand même très intéressants, le livret, le fond est très intéressant, sauf que voilà, je me suis un petit peu ennuyée, il y a eu pour moi trop de descriptions, trop de lenteur, trop de longueur, et j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Il y a une saga que j'ai dévorée, je vous la montre. C'est Orange, donc un manga qui se termine en 5 tomes, mais il y a eu un 6e tome qui est venu se greffer, et même l'auteur ne ferme pas la porte à une suite éventuelle, mais il y a quand même une vraie fin dans le 5e tome. Donc c'est, attention, hein, ça parle de suicide et de dépression, donc je préviens quand même. C'est un groupe d'amis qui est dans une école, et il y a un nouveau qui vient d'arriver et il se lie d'amitié avec ce nouveau-là. Sauf que ce petit nouveau-là se suicide, et donc ses amis survivants vont recevoir une lettre d'eux-mêmes dans le futur pour, on va dire, pour éviter d'avoir des regrets, quoi. Ce sont des personnes qui sont adultes, qui ont des enfants, qui ont fait leur vie, mais sont bourrées de regrets et essayent à tout prix d'empêcher donc ce fameux suicide qui survient l'année d'après. Et donc voilà, c'est une... Malgré ce sujet quand même assez très difficile et qui prend aux tripes, vous avez énormément d'amour, énormément de douceur, de loyauté, de tolérance, de non-jugement de soi. C'est quand même pour moi un manga très poétique, mais voilà, quand même attention à ça pour les personnes sensibles, parce que c'est quand même un sujet qui est principal, hein, sur tous les tomes, on en reparle. L'ours et le rossignol. Alors comment vous dire, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est conte des différents pays et tout ça, avec les différentes plumes, avec les différentes subtilités. Le folklore, j'adore tout simplement. Et les contes de Russie, l'ambiance russe, je ne connaissais pas, donc j'ai voulu essayer avec L'ours et le rossignol, qui avait quand même de Catherine Arden, des éditions de Noël, donc c'est le brochet, qui est quand même, avait quand même une bonne réputation, avait des bons retours. J'ai eu du mal jusqu'au chapitre 6, parce que voilà, c'est comme les contes orientaux, comme la cité, enfin je dirais de la cité de Letton, mais c'est pas vraiment un conte, mais c'est quand même une grammaire qui ne m'est pas familière, une nuance que je ne connais pas. Donc ça a été quand même assez compliqué dès le départ, mais vous avez un lexique à la fin, ça aide beaucoup, et puis vous avez des noms qui reviennent, hein. Donc voilà, je vais vous dire, Devoshka c'est une jeune fille, Devuchka c'est une adolescente, enfin
c'est quand même assez subtil. Domovoy, c'est dans le folklore russe, c'est le gardien de la maison. Dochka, c'est une fille. Durak. Donc en plus, l'auteur utilise énormément ces mots-là. Donc j'ai été un petit peu perdue. Sauf qu'au fur et à mesure des pages, vous l'apprenez, enfin vous vous familiarisez avec et ça devient un peu plus fluide, un peu plus facile. Donc c'est l'histoire de Vassia qui vit avec ses frères et sœurs dans une maison. Et donc vous suivez donc les aventures de Vassia qui est baignée par le folklore russe avec les contes, avec les différents dieux et tout ça. Donc j'y ai cru pendant... Je peux pas trop vous en parler, non, ça va spoiler. Pour moi, ça a été une très très bonne lecture. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment dans le bain russe, dans le folklore russe. Vous apprenez des choses. En plus, vous avez des références historiques, donc sur des personnages historiques qui existent vraiment. Donc j'ai aimé faire en plus des recherches par rapport à ça. C'est une trilogie, donc je vais lire la suite. Je le lis comme un conte. Je ne le lis pas comme un récit, comme quelque chose comme ça. Mais voilà, dedans vous avez des entités, des différents démons, des différents dieux. Donc ouais, voilà, c'est très poétique, mais c'est très cruel en même temps. Hostile comme la Russie l'est, mais c'est assez chaleureux. Vous connaissez les Chroniques lunaires, que j'aime énormément. Je suis en train de les regarder derrière moi, non, elles sont là. Donc, Marissa Meyer est une de mes auteurs favorites et elle s'est lancée sur un tout autre registre que les Chroniques lunaires. Donc là, on a, c'est une romance-thésie, une romance un peu SF. Petite pointe de SF, faut pas, voilà, c'est pas un truc de fou non plus. Instant Karma, voilà, l'histoire d'une fille, Prudence, dans une ville un peu balnéaire. Elle est très rigoureuse au niveau de ses cours et elle doit faire un exposé avec un homme, enfin un camarade de classe, Quint, je ne sais pas comment on le prononce. Et elle a l'impression que ce fameux Quint est assez laxiste sur ses cours. Ils vont avoir une note qui ne lui conviendra pas, donc à Prudence, et elle va devoir faire un devoir de rattrapage durant l'été. Donc elle va devenir bénévole dans le refuge animalier, donc le refuge d'animaux marins où Quint travaille. Et donc voilà, vous avez quand même une romance. Mais il faut savoir que Prudence a une particularité, c'est qu'elle déclenche le mauvais karma à des gens qui font des mauvais choix, des mauvaises choses. Quelqu'un qui jette par exemple quelque chose sur la plage, un papier sur la plage, il se retrouve sali de glace ou de vomi d'ailleurs. Donc c'est assez drôle, c'est assez marrant, c'est frais. En plus, ça parle de plage et d'animaux marins. Donc c'est vraiment une très très bonne lecture pour l'été. Je sais, nous sommes en novembre, maintenant décembre à l'heure où je filme cette vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai adoré aussi le fait de parler de ce problème d'animaux marins blessés par la faute de l'homme. C'est très bien expliqué. D'ailleurs, l'auteur explique qu'elle avait fait des recherches auprès d'un refuge. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Franchement, si vous cherchez quelque chose à lire l'été prochain, donc quelque chose d'humoristique, de Enemy to Lovers, avec une pointe de SF, celui-ci était très très bien. Amour, écoutez, ça a été une déception. Je n'ai pas détesté non plus, mais je m'attendais à autre chose. Nevermore a une hype énorme. Je m'attendais à lire un nouvel Harry Potter, quelque chose qui changeait et tout. Non, finalement. Ça a été un mélange, quelque chose d'un peu loufoque, d'un peu sombre, à la Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, mais également avec La Passe Miroir et un remake de tout ça. Et du coup, j'ai trouvé le cocktail un petit peu, pas imbuvable, parce que le mot est fort, mais voilà, je n'ai pas accroché. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les premiers tomes, je ne peux pas vraiment me poser dessus, donc je lirai le deuxième et à ce moment-là, je vous ferai un avis un peu plus tranché. Donc c'est l'histoire de Morrigan Crow qui doit, à l'âge de ses 11 ans, mourir, le mot est fort. Elle est maudite, donc parce qu'elle est née le jour du Mervillon, voilà, c'est ça. À quelques minutes de sa mort, quelqu'un la sauve, un homme la sauve et l'amène donc à Nevermore, donc un lieu un petit peu magique avec, genre là vous avez un gros chat, les gens volent avec leur parapluie, et donc pour avoir le droit de rester, de faire partie de la W Society, elle va devoir donc faire une compétition. Donc là, ce mois-ci c'était vraiment le mois des compétitions. Et pour prouver sa valeur, parce que soi-disant elle aurait un don
Donc je vous en dis pas plus parce que je pense que je vous en ai dit déjà assez, enfin beaucoup. Le résumé n'est pas assez explicite, mais voilà. J'ai pas vraiment accroché, même si la petite Morrigan, je sais pas, enfin il l'appelle un peu Morgue même, il l'appelle par tous les surnoms dedans, mais était mignonne, était quand même assez intéressante, mais voilà, je suis un peu déçue pour le jeunesse que c'était. Mais je vous en donnerai des nouvelles pour le tome 2. Je voulais faire un autre, mais là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire sur Un palais de flammes et d'argent, sur des éditions La Martinière, fiction, et de Sarah Gimas. Donc le tome 4 de la série Akotar. Celui-ci est plus focalisé sur Nesta et Kashon, même si vous retrouvez Fer et Rysand et tous les autres personnages avec Azriel, Hélène qui est absente au plus haut point. Donc au départ je n'avais pas du tout aimé Nesta, enfin c'est un personnage que je déteste depuis le début de la saga. Je la trouve égoïste, imbue d'elle-même, mauvaise, cruelle, tout ce que vous voulez. Donc dans cette première partie de tome, je n'avais pas du tout changé mon regard sur elle. Elle me décevait un petit peu. Je n'aime pas son comportement avec sa sœur qui fait tout pour elle. Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler. Oui, parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire, étant donné que ça vous spoilerait un peu le début de la saga. Mais du coup, son tempérament, son caractère s'explique. On a les raisons du pourquoi, du comment. On comprend un peu les méandres de son cerveau, donc sa dépression également. Donc attention, ce livre n'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Il y a des scènes très explicites, sexuelles. Elle est assez sauvage dans sa manière d'être, sa manière de faire, sa manière de parler. C'est quelqu'un de très froid, flamme d'argent, donc quelque chose, un caractère d'acier, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est son histoire, c'est son explication. Elle est aux 2/3. J'ai aimé son évolution, j'ai aimé sa combativité, j'ai aimé son côté guerrière, j'ai compris pourquoi elle était comme ça. Voilà, la fin elle était assez émouvante, assez poignante, donc j'ai bien aimé, ça a été une très bonne lecture grosso modo, mais voilà, ce n'est pas un coup de cœur, et surtout, ça m'a vraiment confortée dans le sens que Sarah Gimas n'est pas une de mes auteurs préférés. J'ai adoré, ma saga préférée c'est Keleana, mais Sarah Gimas n'est pas du tout mon auteur préféré parce que à Kotar, je n'ai pas le même engouement que beaucoup d'entre vous. C'est pareil, mon coup de cœur, je pense que je vais vous en parler juste après. J'y arrive pas, je ne suis pas prête pour vous en parler. Donc La Malédiction de Hightmoor, c'est un remake, donc une réécriture du conte Les 12 princesses des frères Grimm. Très belle réécriture de conte, quelque chose de sombre. J'ai vraiment aimé, qui est très bien fait, très bien dosé, sans en faire trop. Pour moi, c'est la meilleure réécriture de conte lue jusqu'alors, et j'en ai lu beaucoup. Donc c'est l'histoire du duc Thomas qui a 12 filles et l'une d'entre elles s'appelle Anna Lace. Donc elle a 11 sœurs, mais malheureusement il y a une malédiction, parce qu'elle croit être une malédiction. Il y a déjà des sœurs qui sont décédées ainsi que leur mère, et par hasard, donc elles sont un peu confinées au manoir, voilà, parce que les gens ont un peu les évite un petit peu, et un jour lors d'un jeu au sein du manoir, elle trouve une porte qui les amène à un bal avec beaucoup de monde. Donc les sœurs sont très contentes, sauf que les apparences ne sont pas celles qu'on pourrait croire, et voilà, il y a quelque chose de sombre à l'intérieur. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais on retrouve en plus quelques petits clins d'œil au vrai conte, comme quoi le roi demande à convives de comprendre pourquoi leurs souliers s'usent très vite. Et si vous connaissez le vrai conte, voilà, ça fait partie de la trame principale de l'histoire. Et non, j'ai vraiment adoré. Donc l'auteur c'est Erin Gregg, et c'est des éditions Casterman, parce que vous ne pouvez peut-être pas le lire d'ici. Donc je vous le conseille vraiment, et en plus c'est exactement la période pour lire ce livre, donc j'ai vraiment adoré ma lecture. Ensuite, Victor's Rock de Jo Collins, une auteure française, donc c'est l'héritage des L-Dog, c'est un SP. Elle m'a gentiment envoyé ce livre-là. Déjà la couverture elle est magnifique. Donc c'est l'histoire de Emma qui est mi-sorcière, mi-autre, donc pas moldue, mais voilà,
vous comprenez le genre. Et elle doit, donc elle était dans une école de sorcellerie et donc elle a eu son examen et elle obtient donc un poste au sein de cette école en tant que coordinatrice. Donc elle va rejoindre cette école-là en tant que professionnelle et on a quand même donc à l'intérieur de cette école, elle va apprendre des choses un peu plus sur son héritage familial. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est un rapport avec la couverture. Et voilà, ça va être son aventure au sein de cette école-là. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a au départ des vibes de Harry Potter avec le fameux train, la fameuse école qui d'ailleurs se trouve sur une île scandinave. Mais là, on se retrouve d'un côté plus adulte parce que vu que c'est une professeure, enfin une professionnelle de l'école, donc ça prend une toute autre tournure. On n'apprend pas en gros la magie, tout ça, c'est autre chose encore. Donc je vous invite fortement à le lire. Je lirai les tomes suivants dans quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est une histoire de famille, il y a une romance dedans. L'héroïne est très très badass, elle a un caractère de feu. Voilà, c'est vraiment une lecture plaisante, j'ai adoré. En plus de ça, le point que j'ai vraiment aimé, c'est que l'école n'est pas forcément pour les sorciers. Il y a toutes les créatures, des centaures, des faunes, des sorcières, des gobelins, des elfes, des fées. Et voilà, et c'est vraiment ce côté-là que j'ai le plus apprécié. Donc je vous invite à découvrir Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson et des éditions Big Bang. Donc c'est l'auteur de Sorcery of Throne que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé cette année. Et donc ça c'est un one shot comme Sorcery of Throne. Et c'est une lecture d'automne au plus haut point. C'est là-dedans, on voyait des feuilles d'automne, on voyait des forêts, enfin c'était magnifique. Vraiment, la couverture, elle était très bien choisie. Et donc c'est une fille qui s'appelle Isobel qui peint, mais de manière très réaliste. Et donc du coup tout le monde s'arrache ses peintures, notamment des Fae, le prince donc, de l'automne Corneille, d'où l'animal. Souhaite également se faire tirer les portraits et elle va faire une bourde sur ce portrait là qui va entacher qui va mettre le prince dans une position difficile et elle va devoir payer de son acte. Donc du coup, il va l'enlever, si je peux dire. Et oui, il va l'enlever. Et donc il va y avoir des aventures avec ces deux-là. Donc c'est une romance, plus aimer l'ambiance du livre que le récit. En soi, le récit n'était pas ouf pour moi, mais les descriptions faites par Margaret Rogerson sont exceptionnelles. Elle a une plume descriptive. Je suis un peu contradictoire parce que je vous dis que j'aime pas trop les romans contemplatifs, mais quand je sais que c'en est, quand je commence un one-shot et je sais que je veux... Enfin, en fait, quand je veux me plonger dans une ambiance, je veux le savoir à l'avance, en fait. Là, vous êtes dans l'automne, vous avez... C'est un peu un récit un peu what the fuck, c'est vraiment sur le ton, c'est pas comme Sorcery of Thorn si vous l'avez lu, qui est un peu plus sérieux. Celui-ci c'est un peu loufoque, vous arrivez dans des mondes où les failles sont un peu bizarres et en plus de ça, c'est pas des êtres complètement magnifiques et beaux et parfaits, au contraire, ils sont obligés d'avoir recours à des illusions pour paraître beaux aux yeux des humains et j'ai vraiment aimé ce côté du récit là, voilà, cette ambiance là, ce côté automnal très octobre, très novembre et voilà, ça a été une très bonne lecture. Je vous le conseille si vous voulez vous plonger dans les feuilles mortes. Donc dans le même registre de romans descriptifs où j'ai adoré l'ambiance mais pas forcément le fond de l'histoire, c'est La Nuit des Reines de Alex Bell et des éditions Baya. Donc c'est la même auteure que Emmurée avec les poupées Charlotte. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma lecture d'Halloween. La Nuit des Reines. Donc là, vous vous trouvez dans le Bayou, dans la Nouvelle-Orléans, donc dans une ville fictive qui est Bâton Noir, donc à la place de Bâton Rouge qui existe. Et ça parle de vaudou, de magie noire, de bayou, de marécage, d'alligator, de tout ce que vous voulez. Et j'aime tellement la Nouvelle-Orléans, j'aime tellement la Floride que du coup, je suis peut-être pas objectif, mais j'ai adoré ce style de lecture. Vous êtes vraiment dans le jazz en plus.
Bah voilà, c'est tout ce qui est propre à la Nouvelle-Orléans et cet auteur-là décrit à merveille jusqu'aux odeurs, jusqu'à tout, jusqu'aux ambiances de carnaval, jusqu'aux colliers, parce que c'est une tradition là-bas, donc forcément elle y est allée, hein, j'ai regardé un petit peu. Voilà, j'ai adoré. L'histoire un peu moins, nous avons un petit remake de La Princesse et la Grenouille version fantasy, mais voilà, l'histoire j'ai pas pu s'accrocher que ça, mais vraiment c'est un récit que j'ai adoré par l'ambiance. Donc c'est l'histoire de Jude, voilà, qui vit dans les bas-fonds de Bâton Noir et donc qui est baignée par tout ça. Elle déteste la magie noire parce que c'est à cause de ça enfin, elle déteste le vaudou, c'est à cause de ça qu'elle a perdu son frère. Donc elle le fuit et elle le vit de son jazz, de sa musique. Il y a en parallèle Ivory Monette qui a gouverné de plus de 50 ans et qui se fait assassiner. Mais cette reine de vaudou va prendre le corps de Judd. Donc Judd va devoir cohabiter avec cette reine vaudou là pour enquêter sur son meurtre. Donc franchement c'est quelque chose de... J'ai adoré, c'est peut-être une lecture que je referai à Halloween prochain, dans ces périodes-là, ou même que j'emmènerai avec moi à Nouvelle-Orléans. Mais voilà, je vous le conseille très fortement. Un sort si noir et éternel, donc c'est pareil, c'est une réécriture de conte La Belle et la Bête en version moderne. Autant le bal des 12 princesses, la malédiction de Highmore, j'ai adoré, autant celui-ci j'ai aimé, mais voilà, je n'ai pas eu un coup de cœur, je n'ai pas eu de... Voilà, je dirais réécriture de La Belle et la Bête, mais sur la forme, quoi. Sur le fond, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose de différent. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais sans plus, quoi. C'est une lecture bien. C'est Harper qui est témoin d'une tentative de kidnapping et en s'interposant, il va y avoir un quiproquo et elle-même va être kidnappée pour aller dans un château maudit et où il y a donc un prince et son soldat. Le château est maudit, mais également le peuple, donc elle va l'aider à se débarrasser de cette malédiction. Et il y a un monstre qui ronde. Donc vous avez conte de fées, magie, un beau prince énigmatique et il est maudit. Donc c'est La Belle et la Bête, mais en version plus fantasy, plus romantique, plus... Ça m'a embêtée dans le sens où même derrière, il vous parlait d'un agresseur et tout ça. Il la kidnappe en fait. Il la kidnappe. Et je n'ai pas trouvé que c'était un conte en fait dedans. Voilà, j'ai pas retrouvé l'ambiance conte que je peux le retrouver par exemple dans la malédiction de Highmore. J'ai trouvé que c'était un bon roman fantasy à lire au coin du feu ou en hiver ou même en... Enfin voilà, c'est une romance, c'est quelque chose comme ça, mais voilà, j'ai pas été transcendée. C'est une trilogie, je crois. Je lirai la suite parce que les personnages sont intéressants, le récit est intéressant, mais voilà, je ne suis pas, on va dire, je n'ai pas été plus emballée que ça, mais voilà, c'est une très bonne lecture. Le sang et la cendre. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire de Jennifer L. Armentrout et des éditions de Saxus. J'ai déjà commencé ce livre en me disant c'est une très bonne fantaisie, comme au même titre que c'est une très bonne romance fantasy, comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà, mais sans plus. Pas eu de coup de cœur, rien du tout. Et en fait, elle a ce chic, au dernier quart de la fin, de nous sortir des trucs what the fuck, auxquels on s'y attend ou pas, mais une ambiance qui va plus vers un autre style de roman. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas vous dire, parce que pour moi c'est une fantasy / quelque chose d'autre, mais je ne peux pas vous dire ça, sinon ça vous spoilerait un petit peu. Donc je vous laisse découvrir si vous voulez découvrir, mais voilà, c'est quelque chose d'assez particulier et je pense que ce n'est pas dans mes coups de cœur, mais ça a été pour moi une lecture qui me restera en tête parce que c'est quelque chose qui... Voilà, il y a des retournements de ouf et des choses que j'ai devinées, d'autres pas, mais il y a des retournements de ouf et le livre au départ n'allait pas du tout dans cette direction et genre elle a pris un virage et on s'est retrouvé ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai adoré cette lecture-là. Donc il y a l'histoire de Poppy qui est une pucelle qui est élevée pour...
inaugurer une nouvelle ère de son royaume. Donc personne ne doit la toucher, lui parler, ni même la regarder, sauf un cercle très intime. Et son soldat, donc, qui doit la protéger, est remplacé par un autre qui est Hawk. Donc voilà, c'est l'histoire de Poppy et Hawk. Donc c'est assez spicy, il y a vraiment quand même des scènes assez spicy. Et voilà, il y a une romance à l'intérieur qui est assez particulière, une ambiance... Ouais, je peux pas vous en dire plus parce que... Voilà, je vous invite à regarder derrière au niveau du résumé. Mais là, franchement, je vais trop m'emballer et je vais trop vous en dire. Et voilà. Mais j'ai adoré cette lecture. Et d'autant plus, ça a été une confirmation sur le dernier tiers à la fin. Les personnages sont spéciaux, je vous le dis tout de suite. Hawk est un mec arrogant, imbu de lui-même, mais voilà, je l'aime tellement. Voilà, je suis peut-être un peu maso, mais je l'aime tellement. Et Poppy n'est pas du tout celle que l'on croit. Elle est censée être calme, discrète, douce, et en fait, ce n'est pas du tout ça. Elle cache, voilà, ses deux personnalités assez explosives. Et voilà, je l'aime trop et je suis vraiment pressée de lire la suite. Donc coup de cœur ever de l'année dans mon top, je dirais 5, c'est Balade pour une baleine. Donc je vais relire en VO, donc c'est des éditions Milan et de Lynn Kelly. C'est Iris qui est atteinte de surdité et elle vit dans une bulle de silence et n'est pas souvent compris avec des gens qui sont pas vraiment tolérants ou sont un peu maladroits. Mais elle parvient, vous savez, à sentir les ondes, des vibrations suite à des sons plus ou moins forts. Et elle s'occupe des postes de radio. Donc, et elle découvre donc lors d'un cours l'existence d'une baleine, d'ailleurs qui existe, mais dans ce livre-là, elle s'appelle Blue 55. Et elle n'a qu'une idée en tête, c'est de pouvoir communiquer avec elle. Et en fait Blue 55 qui est connu sous le nom de 52 Hz et qui donc du coup n'a pas la même fréquence que ses autres congénères, elle ne peut pas communiquer avec elle. Et en vrai, elle n'a pas le même parcours que les baleines, les mêmes habitudes. Et donc du coup, la petite Iris va essayer donc de communiquer avec Blue et faire quelque chose et la rencontrer. Donc c'est pas marqué dans le résumé, donc je ne le vous dis pas. C'est assez poignant, notamment du côté d'Iris que du côté de Blue, parce que vous avez donc quelques chapitres de Blue où vous êtes dans sa tête et avec ses questionnements, elle ne comprend pas pourquoi ses congénères ne lui répondent pas ou la fuient. Et il y a quand même une certaine similitude avec Iris et ce lien, même si elles ne se connaissent pas, est absolument incroyable. J'en ai des frissons, je vous en parle, j'en ai des frissons. C'est un jeunesse quand même, il n'y a pas beaucoup de pages, vous en avez 305, mais c'est un condensé d'émotions. J'ai pleuré, pas uniquement, je ne pense pas, non, pas uniquement parce que c'est des animaux marins, parce que ça touche à une baleine, parce que ça touche à des particularités physiques, mais parce que l'histoire est assez poétique, est assez poignante, est assez vraie en plus. Et parce que en plus l'auteur s'est inspiré de faits réels. Voilà, j'ai vraiment adoré, être dans la tête de Blue, j'ai adoré comprendre Iris, d'être dans sa petite bulle. C'est comme si elle nous ouvrait une porte. Et voilà, ça fait vraiment partie d'un de mes coups de cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis donc on se retrouve dans un mois pour un nouveau bilan. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. À bientôt.